Déjà, bonjour à tous et à tous. Je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui sont en train de se connecter actuellement, donc bienvenue pour cette première session d'un nouveau format que le labo de l'ESS organise et avec grand plaisir en partenariat avec la Cabane de la Recherche, avec Romain Gallard qui pourra se présenter tout à l'heure. Donc le labo de l'ESS, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un think tank qui est dédié à l'économie sociale et solidaire, et l'objectif est de nourrir les acteurs de l'ESS sur des sujets en lien avec l'ESS pour qu'ils puissent avoir plus d'éléments de compréhension de l'actualité et de l'écosystème. Et l'idée, c'est de donner la parole, d'avoir un espace de rencontre entre des acteurs de terrain et des chercheurs qui travaillent de manière un peu académique sur des sujets qui sont confrontés à l'actualité de l'ESS. Donc pour cette première édition, on est ravis d'accueillir Fanny Côté, qui est géographe. Fanny, tu as 30 ans et tu as travaillé beaucoup sur la question des tiers-lieux, en particulier sur les grands voisins et plateaux urbains. Donc tu vas nous raconter ça. Et l'idée, c'était à travers cette première session de donner la parole à des jeunes chercheurs pour justement donner à voir où en est l'état des connaissances aujourd'hui, comment vous travaillez maintenant avec les acteurs de terrain pour confronter justement la partie théorique avec la partie pratique. Et voilà, donc nous sommes ravis de vous accueillir, toi et Romain, aujourd'hui. Romain, je te laisse la parole pour présenter la cabane de la recherche. Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde et merci Amélie pour l'organisation de ce moment. Donc, moi, je suis Romain Gallard, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nanterre et je suis membre cofondateur de la Cabane de la Recherche. La Cabane de la Recherche, en deux mots, c'est une asso qui a été fondée par des chercheurs de, du monde académique et qui a pour ambition, en fait, d'inverser les manières de produire la recherche. Non pas que ce soit les chercheurs qui définissent eux-mêmes leurs objets d'étude, mais que ce soit des acteurs de terrain qui ont envie de bosser avec des chercheurs et du coup qui font appel à nous et qui posent les questions. Et du coup, nous, notre rôle, c'est de trouver des gens qui sont spécialistes pour travailler et répondre aux questions de ces acteurs de terrain. Peut-être en deux mots, ce qu'on peut dire, c'est que on répond pas à n'importe quelle sollicitation de recherche. Nous, notre objectif, c'est de répondre à des demandes de recherche qui visent à réduire les inégalités sociales et à lutter contre la destruction du monde vivant. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a envie de construire des recherches qui sont, qu'on peut dire, coopératives ou collaboratives, mais en tout cas, qu'on essaye de construire les objets de recherche et puis qu'on discute les résultats avec les gens qui nous sollicitent. Puis la troisième chose, je pense que qui nous caractérise, c'est qu'on essaye d'avoir une ambition scientifique forte. Et du coup, à la fois, on produit des rendus qui sont à destination des gens qui nous en font la demande, donc des rapports d'expertise, par exemple, mais on essaye aussi de jouer sur le terrain académique et donc de publier dans des revues académiques. Ça, on le fait pour deux raisons. De vouloir jouer dans ce monde académique. D'une part, c'est pour faire reconnaître ce type de recherche avec des acteurs de la société dans ce monde académique qui est parfois un peu éloigné de la réalité du terrain. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi parce que nous, on a fait le choix de travailler avec des chercheurs qui sont précaires, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, mais le monde académique est un milieu particulièrement précaire. Et du coup, on essaye d'être un espace d'insertion aussi pour des chercheurs qui viennent de soutenir leur thèse, comme c'est le cas de Fanny. Et donc, c'est une manière de valoriser leurs travaux, mais aussi voilà, de soutenir financièrement ces chercheurs. Voilà, du coup, moi, je suis super content qu'on fasse cet événement aujourd'hui et puis qu'on ait le plaisir d'écouter Fanny Côté qui puisse nous présenter ses travaux et puis qu'on puisse en parler ensuite. Merci. À toi la main, Fanny. Ouais, voilà. Ok. Là, normalement, tout le monde m'entend.
Très bien. Alors, donc, nous sommes dans la même salle, en effet, avec Amélie, entre autres, et du coup, au labo l'ESS. Donc, si vous me voyez de temps en temps regarder à droite ou à gauche de l'écran, c'est normal. Voilà, nous sommes tous et toutes ensemble dans une même salle. Merci beaucoup, Amélie, Romain, l'ensemble du labo de l'ESS et de la cabane, de m'avoir invité à présenter mon travail de recherche. Merci également pour la présentation en introduction. En effet, donc j'ai réalisé une thèse que j'ai soutenue en décembre 2024, donc il y a à peu près 6 mois. C'était une thèse qui était réalisée en contrat industriel de formation à la recherche en entreprise, c'est-à-dire une thèse CIFRE, au sein de la coopérative Plateau Urbain, qui est une SIC voilà, en 2017, j'ai commencé un peu à travailler en tant que stagiaire, puis en tant que doctorante à Plateau Urbain. C'est une petite coopérative. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de salariés, je crois. Il y avait beaucoup de monde à l'AG vendredi dernier. Donc, voilà, désormais, grosse coopérative un peu de l'ESS. Et je me suis plus spécifiquement au sein de Plateau Urbain, ça j'y reviendrai, occupée. En tout cas, j'ai pu travailler sur une foncière solidaire d'activité qui s'appelle Base Commune, qui est également une coopérative. Voilà, merci. Je pourrais passer ensuite les slides, ne t'embête pas, Amélie. Et voilà, donc sur cette première slide de présentation, vous voyez aussi les différents logos. C'est une thèse qui a été réalisée donc à Paris Panthéon-Sorbonne et au laboratoire Géographicité, qui est un laboratoire assez important en géographie. J'ai également bénéficié du soutien de la Fondation Palladio pour la fin de ma thèse, puisque comme le disait effectivement Romain, une thèse, c'est parfois, et donc l'insertion dans la recherche est parfois compliquée. Malheureusement, ça ne dure pas seulement que 3 ans, bien souvent. Il faut trouver des moyens de continuer de prolonger un peu le travail. Donc moi, ma thèse a duré 5 ans. Et aujourd'hui, je suis donc post-doctorante à la chaire Aménager le Grand Paris et rattachée au laboratoire LATS. Alors, afin de commencer cette présentation, je souhaitais un peu, au même titre que ce qu'a présenté Romain tout à l'heure, vous rappeler un peu mon ancrage et d'où je suis partie, quels étaient mes constats en travaillant en Plateau Urbain en fait en 2016-2017. Moi, je suis partie de plusieurs constats préliminaires qui ont guidé un peu la construction de ma recherche et donc plutôt en partant du principe des occupations temporaires et transitoires. Elles se sont énormément développées depuis les années 2010 et elles ont révélé des besoins immobiliers importants de nombreux acteurs, qu'ils soient associatifs, culturels, artisans, de petites entreprises en création. Et nombreux acteurs font partie de ce que l'on nomme l'économie sociale et solidaire. Ces occupations temporaires, elles proposaient des locaux, et elles proposent toujours d'ailleurs, des locaux avec des loyers très accessibles, et elles ont mis en lumière une forme d'inadéquation entre une croissance assez importante d'une demande et donc une offre immobilière qui ne répondait pas tout à fait à cette demande immobilière. Et donc, voilà, une adéquation entre un marché immobilier d'entreprise avec des loyers trop élevés et inadaptés pour une demande d'acteurs de l'ESS pourtant bien présente et qui ne rencontre pas tout à fait, effectivement, satisfaction sur ce marché de l'immobilier. Néanmoins, ces occupations temporaires, elles restent en effet temporaires, éphémères, et l'on constate différentes tentatives chez certains collectifs de pérennisation de certains projets et qui soulignent une volonté de construire une forme d'offre immobilière abordable et cette fois-ci pérenne. Et enfin, le dernier constat qui a un peu conduit la construction de ma recherche, il était de voir que certains de ces projets, certains des collectifs, affichaient vouloir sortir ces lieux du marché immobilier et d'une forme de spéculation immobilière dans les métropoles et s'inscrivaient, dans ce cas-là, dans une perspective de sanctuariser ce que l'on peut appeler des communs urbains. À partir de ces constats empiriques, j'ai donc construit un objet de recherche pluriel au croisement entre, d'une part, donc des lieux, des espaces physiques et les usages des locaux et des lieux qu'on peut en faire, c'est-à-dire pour saisir un peu ce que vous voyez donc sur le PowerPoint, la dimension immobilière entre forme et fonction de ces lieux, les acteurs de l'ESS d'autre part, et donc l'organisation sociale qu'ils instaurent pour occuper l'espace et accéder à l'immobilier. Et enfin, donc, une dimension plus économique, cette fois-ci, c'est intéresser au prix abordable que moi, j'ai défini comme étant en dessous des prix du marché. Donc, afin d'analyser cet objet de recherche, la problématique que j'ai pu poser est la suivante. Comment se construit l'offre de locaux d'activité destinés aux acteurs de l'ESS entre des impératifs d'abordabilité et des mécanismes de marché métropolitains financiarisés? Plusieurs questionnements ont un peu guidé ma recherche. Premièrement, quels sont ces acteurs qui intervenant dans la mise en place de cette offre immobilière? Deuxièmement, comment s'organise la construction matérielle, juridique et financière d'une nouvelle offre de locaux à destination des acteurs de l'ESS dans la production urbaine et immobilière?
C'est ici que je suis en effet géographe et urbaniste. C'est vraiment la production urbaine qui m'a intéressée. Troisièmement, troisième axe de recherche, dans quelle mesure les pouvoirs publics intègrent-ils les enjeux immobiliers de l'ESS? Et enfin, comment les acteurs qui produisent ces projets font face à des tensions entre des logiques de marché et la construction de modèles plus alternatifs. Ouais, c'est bon. Et face à ces questionnements, donc, je me suis intéressée effectivement à différents travaux, à la fois en géographie, en sciences politiques et plus spécifiquement sur l'ESS. Les travaux qui portaient sur l'immobilier d'entreprise n'avaient jusqu'à présent que peu traité de la spécificité un peu de la demande immobilière de ces acteurs de l'ESS, et les travaux académiques portant sur cette économie n'avaient que peu intégré la dimension immobilière dans ces analyses jusqu'à présent. Et donc, je me suis intéressée à cette forme de lacune, en quelque sorte, dans le champ théorique, tout en construisant un cadre d'analyse auquel j'ai articulé donc 3 grands champs de littérature. Dans un premier temps, des travaux donc, en urbanisme et aménagement, puisque c'est mon principal ancrage, où je me suis intéressée, comme le disait Amélie, aux questions portant les tiers-lieux, l'urbanisme transitoire, les occupations temporaires, les lieux culturels ou encore le coworking. Un second champ de littérature qui relève plutôt cette fois-ci des travaux de sciences politiques, et des travaux portant sur la construction des problèmes publics et leur mise à l'agenda politique et la construction de l'action publique locale. Par exemple, l'ESS fait de l'agenda politique national depuis le début des années 2000, et différentes politiques publiques existent depuis les années 2010. Les problèmes fonciers et immobiliers des acteurs de l'ESS que ces acteurs rencontrent peuvent également donc être analysés sous ce prisme d'une construction d'un problème public. Et enfin, la troisième approche que j'ai mobilisée sont des travaux plutôt en économie politique de la production urbaine, afin d'éclairer plutôt les tensions dans la mise en œuvre de ces offres immobilières abordables. Et j'ai notamment beaucoup travaillé sur les questions de financiarisation de la production urbaine qui entraînent des effets d'éviction sur les marchés d'immobilier d'entreprise. Alors, voilà, afin de répondre à ces différents axes de recherche, je me suis appuyée sur un protocole de recherche qui mobilisait différents types de matériaux et d'échelles d'analyse. Tout d'abord, c'est l'observation participante qui a constitué la démarche méthodologique fondamentale pour construire l'objet de recherche et récolter des données. Donc, c'est ce que je disais en introduction. Pendant 3 ans, j'ai travaillé au sein de la coopérative Plateau Urbain et au sein de la coopérative de la foncière Basse Commune, ce qui m'a permis de réunir un matériau assez dense de réunions, de séminaires, etc. Que j'ai qualifié de posture de recherche embarquée et au cœur d'acteurs que l'on peut qualifier de l'offre immobilière, ce qui entraîne aussi nécessairement des biais d'analyse de cet objet de recherche. Grâce à cette méthode principale de l'observation participante, j'ai ensuite construit un protocole de recherche que j'appelle multiscalaire, qui comprend 3 échelles, et en prenant plus spécifiquement 3 métropoles comme étude de cas, Paris, Lyon et Lille. Ainsi, l'observation participante a été complétée par d'autres sources pour croiser les résultats. J'ai également mobilisé des entretiens semi-directifs, des visites commentées, notamment de lieux d'activité, principalement de tiers-lieux, des analyses de documents de planification, de rapports d'activité, de bilans financiers. Et enfin, j'ai également construit un recensement, une typologie, ainsi qu'un traitement cartographique des locaux d'activité dans les 3 métropoles que j'avais étudiées, en mobilisant différentes bases de données publiques. Ces différents matériaux m'ont donc permis de mener diverses analyses sur la géographie des offres immobilières abordables, sur les discours des acteurs, les modèles socio-économiques des projets, les stratégies mises en place par les différents acteurs de la production de ces lieux, qu'il s'agisse des services techniques des métropoles, de bailleurs, d'aménageurs, de collectifs de tiers-lieux, d'acteurs de l'ESS ou plus spécifiquement de professionnels de l'immobilier et d'investisseurs. Dans le cadre de mon travail, j'ai mis en évidence différents grands résultats. J'ai choisi de vous en présenter 4 principalement aujourd'hui. Le premier résultat que je souhaite vous présenter correspond au travail que j'ai réalisé de recensement et de cartographie et de construction non seulement d'une typologie de lieux, mais aussi de profils métropolitains différenciés selon mes 3 études de cas, les 3 métropoles étudiées. Donc, ma thèse a permis de montrer un peu l'existence de 3 profils métropolitains différents. La métropole parisienne
j'ai peut-être mis la carte sur Paris. La métropole parisienne présente un peu un profil varié entre des lieux à la fois culturels, des lieux d'accompagnement d'entreprise, des lieux de travail partagés, ainsi que des lieux dédiés à la fabrication. Cette métropole est surtout marquée par un soutien de l'action publique locale assez ancien et fortement développé. La métropole lyonnaise, quant à elle, présente plutôt un profil entrepreneurial grâce à la présence importante de lieux dédiés à l'accompagnement des entreprises, ainsi que par des politiques publiques de soutien spécifiques sur ce volet. Et enfin, la métropole lilloise, tout en mettant en œuvre des politiques publiques de soutien à la fois à l'ESS, aux tiers-lieux, ainsi qu'à l'urbanisme transitoire, bénéficie cette fois-ci d'un réseau de lieux principalement dédiés à la médiation sociale, ainsi qu'à l'accompagnement des entreprises. Enfin, ces géographies et les profils métropolitains donc dessinés s'expliquent plutôt par l'histoire aussi des métropoles étudiées, ainsi que l'organisation actuelle de l'action publique locale, de ces instruments et des politiques publiques existantes, et qui portent à la fois sur l'immobilier d'entreprise historique, qui joue beaucoup, l'économie sociale et solidaire, l'urbanisme transitoire ou encore les tiers-lieux. Voilà, on a un peu 4 courants de politiques publiques qui modifient les profils métropolitains de ces trois métropoles. Le deuxième résultat de mon travail porte sur l'identification des instruments de l'action publique locale en faveur d'un développement de l'ESS, mais via l'immobilier. L'inscription des enjeux immobiliers spécifiques à l'ESS s'opère notamment, d'une part, dans les documents réglementaires et de planification régionaux, avec les schémas de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, mais également aussi dans les plans plus locaux, par exemple. Dans les plans locaux, plan de développement métropolitain de l'ESS et qui vise au développement plutôt historiquement de l'ESS, de son financement et de la structuration d'un réseau d'acteurs de cette économie, mais on trouve désormais des mentions sur l'accompagnement par l'immobilier. Enfin, l'inscription des enjeux immobiliers de l'ESS dans l'agenda local des communes et des intercommunalités s'organise de manière plus directe grâce au possible des prises de collectivité dans des projets immobiliers coopératifs et donc dans des montages un peu d'acquisition collective et coopératif de l'immobilier. Ces différents éléments soulignent un peu l'importance du soutien politique qu'il faut aussi dans la mise en œuvre des projets immobiliers destinés à l'économie sociale et solidaire. De plus, l'accueil d'activités de l'ESS dans des locaux adaptés se couple souvent d'autres enjeux de l'action publique locale, tels que le développement économique, l'animation des quartiers, la réhabilitation du patrimoine vacant, notamment industriel, comme c'est le cas à Lille, de la gestion du patrimoine public vacant, c'est un petit peu plus le cas à Lyon, ou encore des enjeux tels que le développement de filières locales, par exemple du réemploi à Lyon. Voilà. Donc, l'analyse de ces différents instruments de l'action publique locale m'a permis de révéler l'existence d'une mise à l'agenda politique du problème de l'accès à l'immobilier des acteurs de l'ESS, qui s'opère donc à différentes échelles. Toutefois, les politiques publiques en faveur d'un immobilier d'activité abordable apparaissent encore très émergentes et relativement fragile. Essayer de corriger ça. Est-ce que je continue? Ouais. C'est que dans mon travail, j'ai pu montrer aussi comment ces acteurs de l'ESS s'organisaient, mettaient en œuvre une diversité de stratégies que j'ai appelées de maîtrise foncière et immobilière, afin d'accéder à l'immobilier et de pérenniser leur occupation dans les lieux. Ces stratégies sont dépendantes de différents éléments qui sont constitutifs des collectifs qui cherchent à pérenniser leurs locaux, tels que l'histoire des collectifs, les projets sociaux économiques et les projets sociopolitiques mis en avant, qui mobilisent différents outils, notamment des locations de plus ou moins longue durée, des baux amphithéotiques ou encore des montages d'acquisition en collectif. Et donc, l'ensemble de ces
Et donc, ouais, celle-ci, j'avais mis des petites animations, c'était pas une bonne idée. Et donc, j'ai réussi à définir un peu 4 stratégies identifiées dans ma recherche, des stratégies plutôt que j'ai qualifiées de lutte et de protection, des stratégies dites de sécurisation, et enfin des stratégies patrimoniales ou encore de contournement. Je souhaite vous présenter très rapidement l'exemple d'un collectif d'acteurs de Lyonnais qui s'est associé il y a une dizaine d'années en raison de difficultés à trouver des locaux d'activité dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Pour répondre à cet objectif, mais aussi dans une perspective de résorber la vacance immobilière dans ce quartier, ils se sont associés pour y développer leurs activités propres, mais aussi un projet commun tourné vers la médiation sociale et l'écologie. Ce tiers-lieu, donc, qui s'appelle Locomotive, a mis en place une stratégie qu'on peut qualifier de sécurisation. En effet, ils ont principalement cherché à avoir accès à des locaux à des tarifs abordables, cherché à améliorer le bâtiment via la réalisation de travaux importants, tout en négociant avec le propriétaire actuel, qui est un propriétaire privé, des conditions de location économiquement avantageuses, comme le suggère cette citation. Il n'a pas nécessairement été question pour le collectif d'acquérir collectivement l'immobilier, le bâtiment, puisque l'immobilier est plutôt perçu dans ce cadre-là comme un moyen de développement de l'activité. Cet exemple du tiers-lieu Locomotive me permet de vous présenter un 4e grand résultat de ce travail. Ce collectif est donc le dernier que je vais rapidement vous présenter avant de conclure. Ce collectif donc, de l'ESS qui gère le lieu Locomotive est entré en discussion avec une foncière solidaire dans le but de pérenniser le tiers-lieu, mais aussi de réhabiliter le bâtiment. Et donc, où la foncière pourrait porter l'acquisition et donc l'immobilier et la réhabilitation et ensuite louer avec des baux de plus ou moins moyen-long terme auprès du collectif de Locomotive. Donc, une foncière, c'est une société immobilière dont la vocation est plutôt l'acquisition, le portage et la gestion d'un ensemble de biens immobiliers. La particularité des foncières solidaires donc, de ma recherche est qu'elles sont profondément ancrées dans l'ESS. D'autres foncières existent et j'imagine que vous les connaissez, je pense dans le champ de l'environnement, principalement les terres agricoles à la foncière Terre de Liens, dans le champ du logement, de l'hébergement d'urgence à Habitat Humanisme, et enfin désormais aussi dans le champ de l'immobilier, donc d'activité, notamment à destination des acteurs de l'ESS. Donc l'analyse de ces foncières solidaires d'activité fait partie un peu des apports importants de mon travail. Ma posture de recherche embarquée m'a permis de documenter assez finement les mécanismes de construction juridique, socio-économique et des choix sociopolitiques que ces acteurs effectuent pour produire des loyers abordables. Ces foncières mobilisent donc, c'est ce que vous voyez sur cette slide, d'une part des métiers et des activités plutôt traditionnelles de foncières commerciales classiques, c'est-à-dire l'acquisition, la réhabilitation, la construction ou encore la gestion locative de leur patrimoine, mais elles mobilisent également donc de nouveaux métiers qui leur sont spécifiques. Elles mettent en avant des activités de gestion, d'animation, de co-investissement afin d'accompagner les exploitants de l'ESS à l'acquisition et au montage de leurs propres projets immobiliers. Dans la mesure où ces foncières solidaires sont amenées aussi à acquérir et gérer des biens immobiliers, l'analyse de leur modèle socio-économique et donc des plans de financement de certaines opérations a été importante afin de comprendre comment elles fabriquaient leurs projets et les loyers abordables qu'elles proposaient. Et enfin, pour conclure, derrière ces mécanismes économiques, les foncières solidaires, donc au même titre que d'autres acteurs de l'ESS qui se lancent dans l'immobilier, sont aussi confrontés à la nécessité de trouver des financements et font face à des contraintes imposées par les marchés financiers et ses différents agents. Et donc, je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez pu tout de même suivre en ligne et je reste à disposition pour toutes vos questions. Merci. Merci Fanny. J'espère que vous avez pu tout entendre. De toute façon, on enverra le replay et une partie du PowerPoint qui a été projeté. Il y aura aussi des documentations qui seront par mail et disponibles sur notre site internet. Peut-être qu'on passe maintenant, on se donne 20 minutes, 20-25 minutes de questions-réponses, d'échanges. Si vous avez des questions ou des remarques à faire à Fanny, vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, ouais, j'ai quelques questions. Donc, merci beaucoup, Fanny. J'ai trouvé c'est super éclairant ce que tu nous racontes. Et moi, j'ai une question. Tu as étudié du coup 3 cas, donc Lille, Lyon, Paris. C'est a priori, si je dis pas de bêtises, des communes qui ont
ou en tout cas des métropoles qui ont à peu près les mêmes couleurs politiques, et pourtant, tu sembles distinguer des profils types, enfin, ou une typologie différente. Mais est-ce qu'il y a eu une influence de la couleur politique sur la stratégie d'urbanisme transitoire ou de tiers-lieux, etc., ou pas du tout? Et finalement, c'est pas du tout la question des valeurs politiques qui rentrent dans cette question-là, mais c'est finalement plutôt des mécanismes financiers, l'histoire des territoires, etc. Ça, c'est une première question. Et puis j'ai une deuxième question qui est plutôt pratique, mais c'est comment toi, ta thèse, tu sembles, enfin, comment ces travaux-là, ils sont réappropriés par les pouvoirs publics et les acteurs de l'ESS. C'est une autre chose. Peut-être qu'on peut prendre plusieurs questions. J'ai vu qu'il y avait Marie et... On peut peut-être deux questions. Marie, vas-y. Justement, vous vous indiquez... Bonjour Marie à tous. Rioux. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Super. Vous évoquiez justement des terminologies différentes et moi, je ne savais pas ce que ça pouvait couvrir en termes de différence sur la qualification. Vous évoquez de l'urbanisme transitoire et le tiers-lieu. Et donc, je tends à comprendre qu'il y a une différence pour vous entre les deux. Et là, j'ai du mal à... Enfin, j'aimerais bien en savoir plus et comprendre mieux la différence entre ces deux termes. Réponse de Fanny, si t'es OK. Alors là, pardon, c'était Julien qui était en première position. Pardon. Vas-y, Julien. Trop tard, comme ça, parce que sinon, vous allez avoir un Oui, ça rejoint un peu la question qui vient d'être posée, parce que je m'interrogeais sur la dimension institutionnelle et non institutionnelle de la question du foncier des tiers-lieux. Et donc, ça repose l'enjeu de l'habitat provisoire, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les tiers-lieux, en s'inscrivant effectivement dans des politiques de sécurisation de foncier, de bâtiments, etc., évidemment, cherchent la reconnaissance et l'institutionnalisation. Donc, c'est pas tous les tiers-lieux et tous les projets de tiers-lieux qui peuvent rentrer dans cette dimension institutionnalisante. En particulier parce qu'elle doit rentrer dans des cases et correspondre aussi à l'ère du temps des politiques publiques. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez regardé du côté du non institutionnalisé. Je prends l'exemple de l'auberge, je crois, à Marseille, là, où effectivement, on a 9 structures du médico-social qui ont en fait squatté un bâtiment et ont mis les pouvoirs publics face à ce fait accompli de fabriquer un tiers-lieu à partir d'une logique de squatteur, issu d'ailleurs d'un mouvement inspiré par les squats, etc. Et finalement, ils obtiennent 3 ans de bail, etc. Donc, ils ont pu contourner ces logiques, y compris réglementaires, hein, qui sont très pesantes sur l'accessibilité du public, etc., pour rendre possible le projet avant que ne leur soient opposées les règles institutionnalisantes du tiers-lieu. Voilà, parce qu'on a aussi des associations, et je finis là-dessus, mais des associations de quartier que j'ai rencontrées, là, le collectif Passe en nous en particulier, qui se plaint. C'est pas une plainte, c'est une critique politique de comment les quartiers se retrouvent habités par l'extérieur d'un projet de tiers-lieu, qui finalement, là aussi, est institutionnalisé, il est présenté dans les bonnes formes, par les structures qui ont pignon sur rue ou je sais pas quoi, et se fait au détriment des logiques d'habitation temporaire ou de projets collectifs d'habitat que pourraient avoir les habitants du quartier qui sont pas outillés, qui n'ont pas les ressources pour arriver à fabriquer du tiers-lieu. Donc là, il y a des critiques un peu vives, hein, sur ce phénomène de professionnalisation de l'offre tiers-lieu et de sa déconnexion parfois avec le projet associatif ou le territoire. On va faire une première salve de réponses, Fanny. Oui, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces belles questions. Alors, sur la question des couleurs politiques, en effet, alors ça n'a pas été non plus un prisme sur lequel j'ai attaqué, en tout cas par ma recherche. Au demeurant, clairement, en tout cas, par exemple, pour la métropole de Lyon, en fait, l'histoire de la métropole de Lyon, en particulier sur l'immobilier d'entreprise, est extrêmement fort avec la figure de Collomb qui était très, très présent. Et le tournant, effectivement, en 2020, la mairie écolo change complètement la
dynamique et donc qui se sont mis à collaborer beaucoup plus entre les questions sur l'économie sociale et solidaire et l'immobilier d'entreprise. Même si, du coup, c'est quand même assez récent et donc ça prend du temps en tout cas à se construire voilà, dans l'action publique locale et dans le travail entre services techniques juste au sein de la métropole. C'est vrai que ça, je n'ai pas dit, j'ai travaillé plutôt à l'échelle des métropoles et donc avec une grosse différence en tout cas de gouvernance politique entre la métropole du Grand Paris qui a une existence politique en soi, mais qui n'a pas une vraie voilà, organisation en termes de gouvernance politique de la métropole. Et donc, on a plutôt un éclatement entre les EPCI et les différentes communes, ce qui n'est pas le cas des deux autres métropoles, de Lille et de Lyon. Donc, c'est vrai que la construction, en tout cas institutionnelle même de ces métropoles, je pense, a des impacts sur la construction des politiques publiques en ce sens, même si ça n'a pas forcément été mon angle d'attaque. Et enfin, peut-être sur la métropole lilloise, en effet, l'ancrage social de la métropole lilloise fait qu'il y a un historique, en tout cas dans le mutualisme et dans la construction de l'économie sociale et solidaire, et donc des différentes politiques publiques, et qui leur permet aujourd'hui d'arriver à jongler, j'ai trouvé, en tout cas dans le cadre de ma recherche, mais il faudrait sans doute prolonger ça, à jongler entre les différentes politiques publiques qu'ils ont mis en œuvre, spécifiquement sur la question de l'ESS, sur les tiers-lieux, sur l'urbanisme transitoire, et donc aujourd'hui sur le soutien à l'immobilier. Il y a un peu vraiment ces différentes politiques publiques qui dialoguent beaucoup plus que ça ne peut être le cas à Lyon, par exemple. Après, voilà, c'est difficile d'isoler pour l'instant un peu l'effet, en tout cas politique. Et ensuite, donc, dans les projets un peu spécifiquement de tiers-lieux que j'ai pu analyser dans les montages, dans la métropole parisienne, clairement, les communes du sud et sud, enfin plutôt est, de la métropole parisienne ont fait aussi vraiment des activités très fortes de prise de participation dans les montages, d'acquisition collective. Et donc là, on est plutôt sur des mairies soit communistes. Donc là, il y a un marqueur aussi assez important d'aller s'engager auprès des acteurs de l'ESS et dans l'immobilier directement. Donc ça, c'est plutôt pour la partie couleur politique. Comment mes travaux sont réappropriés par les pouvoirs publics ou les acteurs de l'ESS, etc. J'ai essayé de beaucoup travailler, entre autres, France Tiers-Lieux a fait appel à moi donc, sur des questions. Je veux participer à un groupe de travail qu'on appelait le groupe de travail foncier au sein de France Tiers-Lieux, qui a une existence qui est un petit peu moins présente qu'il y a quelques mois. Et donc, on a coécrit avec les différents membres de ce groupe de travail un guide sur l'accès au foncier, à l'immobilier des acteurs plutôt des collectifs de tiers-lieux. Et donc, il y a eu d'autres fiches un peu que je pourrais vous envoyer, fiches dans un guide aux collectivités, spécifiquement aussi sur la question de l'accès à l'immobilier. Donc ça, il y a un peu un premier élément où je dirais que, en tout cas, moi, je tente d'essayer de transmettre par ces différents biais, à la fois petites publications un peu professionnelles ou alors d'intervenir, ce que je disais à Amélie en introduction aussi, par exemple, la métropole de Bordeaux m'avait appelé pour une conférence auprès des services techniques et des élus, un peu sur introduction aux nouveaux enjeux de l'ESS sur les questions immobilières. Donc voilà, j'essaye de participer autant que faire se peut à ces différents événements pour diffuser. Après, ça c'est une vraie question de comment le travail est un peu reçu, comment il est mobilisé et utilisé, est-ce qu'il sert, est-ce que certains acteurs arrivent à s'en servir ou pas. J'espère que oui. Peut-être sur les questions de terminologie. Alors pour moi, l'urbanisme, j'ai un peu travaillé ces questions de terminologie assez fortes. Les questions d'urbanisme temporaire et transitoire, on est vraiment sur une occupation courte, soit de bâtiments, soit d'un foncier. Quand on est dans le temporaire, il n'y a pas forcément de perspective d'aller travailler sur une modification du projet, l'environnement urbain dans lequel on s'insère avec l'urbanisme transitoire. Et donc là, il y a vraiment une logique de participer à la construction de la ville par d'autres méthodes que les méthodes plutôt classiques de l'aménagement traditionnel. Tandis que la question des tiers-lieux, selon moi, on peut avoir certains tiers-lieux qui sont dans des baux précaires, etc., et qui, de fait, je crois que c'était 44% des acteurs dans la dernière étude de France Tiers-Lieux qui étaient dans
des baux précaires de moins de 4 ans. Donc, de fait, en fait, ils rentrent un peu dans cette question du temporaire, mais parce qu'ils n'ont pas forcément le choix. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. En tout cas, il n'y a pas cet objectif nécessairement d'aller se revendiquer urbanisme temporaire ou transitoire. Pour moi, le tiers-lieu, c'est vraiment à la fois une organisation sociale, c'est un groupe d'acteurs et dont le projet sociopolitique peut être de travailler sur la question immobilière. C'est un peu le cas du tiers-lieu, par exemple, Locomotive que je vous ai présenté, mais ce n'est pas du tout le but, l'objectif final, en tout cas, de ce tiers-lieu. L'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur les questions un peu d'écologie, de médiation sociale dans leur cas. Donc, il y a vraiment un peu ce projet sociopolitique extrêmement fort qui relie un collectif d'acteurs qui se met à travailler ensemble. Et donc, le tiers-lieu en soi, moi, je la définis comme ça. C'est une organisation sociale qui peut s'appuyer sur un lieu et donc avoir une dimension physique immobilière, mais c'est avant tout une organisation sociale et une construction d'un modèle socio-économique varié qui va utiliser différentes ressources, différentes ressources économiques, bénévoles, différentes ressources sociales. Et peut-être sur la quatrième question, en effet, alors c'est vrai qu'en travaillant sur... j'étais un peu embêtée pour tout vous dire parce que certes, j'ai travaillé sur ces 3 métropoles, mais en fait, j'ai visité énormément de lieux, rencontré beaucoup de collectifs qui sortaient de la question, par exemple, des métropoles et donc de la tension foncière et immobilière qui était associée à ces métropoles, au demeurant un peu dans l'exercice académique qu'est la thèse, il y a un moment, il faut se cantonner aussi à des études de cas et des terrains en soi. Donc, je me suis reconcentrée sur 3 métropoles, 3 terrains. Et je suis pas forcément, j'ai laissé de côté beaucoup de collectifs que j'avais pu rencontrer et aussi qui étaient à la frontière entre eux, développer des activités économiques, mais aussi habiter en collectif et donc des montages qui permettaient d'essayer d'aller sortir certaines ressources du marché, mais aussi des biens dans lesquels ces collectifs souhaitaient vivre et habiter. Donc je pense par exemple à la foncière Antidote, que j'ai beaucoup vu dans mon parcours, mais bon, l'ensemble des lieux de la foncière Antidote sont hors des métropoles que j'ai pu étudier et donc hors aussi des marchés immobiliers sous pression foncière, ce qui était vraiment l'angle d'attaque de mon analyse. Donc c'est un peu resté dans ce qui n'existera pas finalement dans ma thèse, mais potentiellement qui pourra exister à d'autres ailleurs. Et enfin, oui, sur les questions de ce que vous disiez de squats ou des différents collectifs qui s'organisent aussi un peu contre les pouvoirs publics. Donc, dans le cadre des 3 métropoles que j'ai pu voir, j'ai vu certains de ces collectifs qui étaient un peu en résistance. Et c'est aussi ce que j'ai mentionné donc, dans les stratégies un peu de contournement, dans les 4 stratégies de maîtrise foncière immobilière que j'ai mentionnées. Et j'ai pu aussi le saisir à travers ce que j'ai appelé la construction un peu du problème public de l'accès à l'immobilier. En fait, dans les processus de construction des problèmes publics et de qu'est-ce qu'on va inscrire à l'agenda, en effet, il y a une forme de hiérarchisation des problèmes et de disparition de certaines voix qui sont portées parfois par des collectifs beaucoup plus militants. Et en tout cas, ça, j'ai pu documenter cette disparition. Je ne sais pas si ma thèse est déjà accessible, mais c'est dans le chapitre 5, en tout cas, que j'ai pu documenter un peu cette uniformisation et une standardisation des discours. Et enfin, dans une perspective un peu plus critique, c'est ce que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, j'ai beaucoup plus travaillé aussi sur les questions de financiarisation assez discrètes qui s'insèrent dans ces montages immobiliers alternatifs dans le cadre de différentes levées de fonds ou d'accès à des financements parce que acheter un bâtiment à 10 millions d'euros dans la métropole parisienne, c'est très compliqué. Et donc, il y a vraiment une question de avec qui on va s'associer et quel type de fonds on va lever et qui parfois viennent un petit peu altérer en tout cas les questions un peu de pureté du modèle, d'un modèle plus militant, quoi. Michel, si tu veux poser ta question. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, merci bien Fanny. C'est pour ce travail qui est vraiment assez impressionnant et tout à fait intéressant pour nous. On avait fait un travail au niveau européen dans le cadre de la transition écologique juste, et on avait cherché à identifier des conditions de succès sur la base d'une vingtaine d'initiatives réussies au niveau européen, et l'un des facteurs clés, enfin l'une des conditions de réussite est évidemment, c'était pas vraiment une surprise, l'accès à un lieu pour pouvoir développer ses activités. Donc
c'est cet élément, pour dire que cet élément est extrêmement important, évidemment. Alors, ma question, elle est plus politique. Bon, tu sais probablement que la France va développer une stratégie nationale à la demande de l'Europe. Il y a une recommandation du Conseil qui a été acceptée par tous les pays européens. Ils se sont engagés à fournir à la Commission une stratégie nationale. Donc, elle est en train de se mettre en œuvre. Et donc, dans ce cadre-là, est-ce que tu pourrais extraire de ta thèse un certain nombre de recommandations de politique économique qui pourraient évidemment faire partie de cette stratégie. Donc, je ne sais pas si tu peux nous donner quelques idées maintenant. Et là, maintenant, je m'adresse plus à Amélie. Est-ce qu'il est possible éventuellement de garder le contact avec Fanny pour élaborer quelques propositions qui pourraient se trouver dans cette stratégie nationale? Je réponds juste sur la dernière question et après Fanny, je te laisse rebondir. Fanny écrira un article justement sur sa thèse dans lequel on peut imaginer à la fin, en conclusion, effectivement quelques pistes de recommandations. Oui, alors soit des pistes, soit tu as peut-être, comme tu as beaucoup travaillé, tu as peut-être déjà des éléments assez concrets qui pourraient faire partie d'une stratégie nationale. Hein. Je réponds directement, on prend d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui viennent, en plus de celle de Michel? Non, bah, pas forcément. Super, et bien, merci Michel. En effet, dans la thèse, c'est un peu souvent ce qu'on attend des thèses en urbanisme et un peu des thèses chiffres qui sont assez opérationnelles. Souvent, on nous demande un peu en soutenance quelles sont vos perspectives pour l'action et quelles sont vos recommandations. Donc, j'ai un peu fait cet exercice déjà en conclusion dans le cadre de la thèse en décrivant à la fois des perspectives opérationnelles pour différentes échelles, en tout cas à l'échelle des intercommunalités ou des communes, ou des questions de politique publique un peu plus générales, et également des perspectives pour l'action, mais cette fois-ci pour l'enseignement, aussi de l'enseignement de l'urbanisme et l'enseignement peut-être aussi du côté de l'économie sociale et solidaire, même si c'est pas forcément facile de faire ce travail de recommandation. Alors, je vais parler peut-être plutôt aussi dans le cadre de mon post-doctorat, donc en fait, même si j'aime beaucoup l'économie sociale et solidaire et j'y ai travaillé dessus pendant longtemps, mais c'est vrai qu'au final, la colonne vertébrale, en tout cas de ma thèse, c'est la question du foncier et la question de l'immobilier. Et la question surtout des valeurs qu'on va intégrer au foncier et à l'immobilier, et des valeurs sociales principalement, à travers la question des acteurs de l'ESS et de la pluralité de leurs actions en faveur aussi de la transition socio-écologique. Et dans le cadre de mon post-doctorat, je m'intéresse aussi aux questions des valeurs environnementales qu'on peut intégrer au foncier, à l'immobilier, et comment l'ensemble de ces valeurs qui sont intangibles modifient l'économie de l'aménagement et modifient aussi l'économie foncière et immobilière. Et c'est un peu ça, la colonne vertébrale de mon travail. Et donc, dans ce cadre-là, que ce soit pour mon postdoc ou pour ma thèse, les recommandations seront un peu les mêmes. Je trouve qu'il y a un vrai mouvement et qu'il y a une vraie dynamique sur une réappropriation du foncier, qu'elle soit publique ou de manière coopérative, que ce soit pour des espaces plutôt naturels de protection pour lutter contre l'artificialisation des sols, d'espaces plutôt agricoles, forestiers, ou alors d'espaces qu'on pourrait qualifier à usage social. Et donc ça, je trouve que c'est une perspective qui est extrêmement importante, c'est de retrouver une forme de propriété, alors qu'il ne soit pas que propriété publique, mais d'une vraie forme de propriété coopérative de ces espaces-là. Et d'avoir, au Canada, par exemple, il y a un instrument qui est assez intéressant, qui est la fiducie sociale, et où va attacher au bâtiment, ou en tout cas au terrain, à l'espace, une forme à la fois un droit d'usage, mais aussi des devoirs d'usage, en quelque sorte, et devoirs d'usage sociaux envers ce bâtiment, ce bien, cette chose. Et ça, je trouve que c'est une perspective assez intéressante. Et donc là, on vient frôler un peu les questions, finalement, que je n'ai pas traitées dans ma thèse, même si ça a été un ancrage théorique très fort, les questions des communs et des communs urbains. Et je trouve qu'il y a une vraie portée, en tout cas, à envisager des politiques publiques dans le sens pour la protection, effectivement, de ces activités de l'ESS, d'activités sociales, ou alors de certaines valeurs environnementales, de vraiment travailler sur cette question d'une propriété
publiques et aussi coopératives. Donc voilà. Après, comment concrètement prendre, c'est un vieux serpent de mer aussi, donc. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que les communes, enfin les intercommunalités et les différentes collectivités ont compris que pour la question de l'immobilier tertiaire plutôt et l'immobilier d'entreprise, en fait, la financiarisation depuis les années 80 faisait qu'aujourd'hui, on a quand même de gros fonds d'investissement ou de gros opérateurs qui sont propriétaires d'une majorité de ces locaux-là et que même les collectivités sont obligées de louer leurs propres locaux alors qu'avant, elles étaient propriétaires de ce patrimoine-là. Et il y a un peu un retour, un changement, en tout cas de paradigme qui est un petit peu en train de s'opérer. Donc peut-être d'aller dans ce sens-là, même si je ne suis pas sûre qu'à l'échelle nationale, en termes de politique, ce soit le sens de l'histoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, des questions ou des témoignages de ce que vous avez vu, vous, dans vos localités? Ça peut être intéressant aussi de partager avec Fanny pour un échange. Alors, moi, j'ai... allez-y, Marc. J'avais une question aussi. Oui, bonjour Fanny, Marc Richard, directeur de la SIC Lieux communs, qui est porté par le réseau Les Écosolis sur la métropole nantaise. Peut-être un témoignage de ce qu'on est en train de conduire. Donc c'est une autre métropole qui s'est aussi penchée avec les acteurs ESS sur les enjeux de foncier, avec la métropole à partir de 2019-2020. Et donc, dans le prolongement du tiers-lieu Solilab sur l'île de Nantes, qui est donc du coup sur un espace temporaire et transitoire, donc temporaire au début et qui devient maintenant transitoire dans le sens où on est en train de inventer une version 2. Et donc c'est une des questions que j'avais, qui était dans les différentes observations que tu as pu conduire, combien de projets de lieux se transforment de transitoire en pérenne. C'est ce qu'on est en train de conduire ici, avec à la fois la logique de création d'une foncière d'investissement public-privé pour porter un niveau de fonds propres nécessaire à la réalisation du projet. Et puis d'avoir un double outil, à savoir l'expérience, nous, de la coopérative Lieux communs de 10 ans de gestion de tiers-lieux qui s'adosse à la foncière et pour avoir aussi un troisième acteur qui va être aussi en développement, qui va être l'opérateur de maîtrise d'ouvrage du programme et du nouveau projet de pérennisation. Donc voilà un peu l'attelage de 3 acteurs majeurs pour pouvoir le réaliser dans les éléments que tu as pu partager. Ma question, c'est dans les observations, donc c'est quoi la proportion de transformation de projets transitoires en pérenne? Merci Marc, merci beaucoup. Et en effet, la métropole de Nantes est aussi, donc ça fait partie des métropoles où je suis un peu déçue de ne pas avoir travaillé finalement sur la métropole de Nantes parce qu'il s'y passe beaucoup Moi de aussi. choses. Donc pourquoi pas pour des développements ultérieurs. Et donc ça me fait penser, merci Marc d'intervenir aussi dans le guide du foncier, donc des tiers-lieux. L'exemple du Solilab, on en a fait une petite fiche, en tout cas où vous pourrez regarder un peu le montage qui est en cours du côté du Solilab et un peu dans la logique d'une pérennisation, voire de création d'une foncière et un peu d'une foncière territoriale. Et donc je reboucle avec la question précédente sur un peu quelles recommandations aussi. En termes de pistes pour l'action, il y a plusieurs métropoles qui se sont posées cette question de créer des foncières coopératives publiques et à destination plutôt de l'ESS. Alors je pense à la foncière solidaire Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux, malheureusement, qui du coup a priori n'a pas réussi en tout cas à continuer à se pérenniser. Pourtant c'était une expérimentation que moi je trouvais extrêmement intéressante pour essayer d'accéder à cette forme de foncier un peu public coopératif à destination des acteurs de l'ESS. Donc je suis un peu déçue que cet exemple n'arrive pas à aboutir. En tout cas, à Nantes, il y a un peu la même idée de construire cet exemple. À Lille, je sais qu'il y a plusieurs acteurs. J'étais intervenue pour faire un peu de conseil et d'accompagnement sur la fin de ma thèse avec Base Commune et puis Plateforme 1 pour accompagner la métropole européenne de Lille. Au demeurant, j'ai l'impression que pareil, ils n'arrivent pas encore à transformer l'essai. Mais en tout cas, cette question des foncières un peu publiques coopératives, ça me semble très important en termes d'opérationnalisation de ces enjeux-là.
J'ai pas trop de réponse, Marc, à ta question sur combien en termes de proportion de projets urbanisme temporaire transitoire pourrait se pérenniser. Parce que je trouve qu'en fait, ces frontières, il y a beaucoup de collectifs qui se sont plus ou moins revendiqués de l'urbanisme temporaire transitoire au début parce qu'il y avait des financements, il y avait un regard, il y avait un peu une forme d'institutionnalisation, et ça, c'est ce que disait aussi Julien, je crois, tout à l'heure. Il y avait un regard spécifiquement là-dessus et un soutien. Donc, en fait, par effet d'opportunité, se sont rattachés à ça. Et en fait, aujourd'hui, se sont dit, bon, en fait, on est des tiers-lieux pérennes, en quelque sorte. Il n'y a pas tellement cette logique temporaire transitoire. Finalement, elle a un peu disparu, donc se raccroche à d'autres formes de terminologie, etc. Donc, c'est très difficile, je trouve, d'arriver à donner un chiffre de ce point de vue-là. Et bon, après, la seule réponse que je peux donner, c'est du point de vue plateau urbain. Il y a quelques petits projets où ils sont en train, effectivement, d'essayer de les pérenniser. Au demeurant, la plupart des projets n'ont pas forcément vocation à être pérennisés de cette manière-là. Mais je ne sais pas, c'est une bonne question dans mon recensement. Voilà, je n'ai pas extrait ces chiffres. Faudrait que je repasse à travers les 1000 lieux que j'ai pu analyser pour voir si j'arrive à déterminer cette proportion. Merci. Ok. Est-ce Si qu'on on prend a un une petit peu de dernière temps, question? Moi, j'ai une dernière question. Je me demandais, Vas-y, en fait, Romain. tu as abordé, Fanny, la question que des métropoles. Mais en fait, est-ce qu'on observe des stratégies assez similaires dans d'autres territoires, qui soient périurbains ou qui soient moins tendus d'un point de vue foncier, ou pas du tout, c'est totalement un autre fonctionnement? Oui, tout à fait. Dans le cadre des foncières solidaires que j'ai pu analyser, j'ai travaillé sur 5 foncières, dont une qui échappe parce que je vous disais où je me suis concentrée sur les métropoles. C'est pas tout à fait vrai. Je me suis aussi intéressée à la foncière village vivant, qui est du coup en milieu rural. Et donc j'ai fait une comparaison entre la foncière basse commune, la foncière Belleville, éthique, foncièrement responsable, la foncière La Main, plutôt sur le secteur culturel, qui sont toutes dans les métropoles sur lesquelles j'ai pu travailler, et sinon la foncière village vivant. Ça, c'est un peu par effet d'opportunisme, parce que tout simplement, ça arrive des fois dans la recherche, mais on s'entend bien avec des acteurs, ils m'ont un peu très gentiment ouvert complètement les portes de leur coopérative, et donc j'ai pu aller graviter quand même pas mal auprès d'eux. Et ensuite, il y a un peu un collectif des foncières solidaires où elles travaillent un peu toutes ensemble. Donc j'ai pu voir aussi beaucoup des initiatives qui se sont passées en région Auvergne-Rhône-Alpes, soit portées par Village Vivant, soit par d'autres collectifs. Et Village Vivant fait beaucoup ce travail, en tout cas, de co-investissement minoritaire, où ils vont accompagner certains acteurs et certains collectifs à construire un lieu d'activité et à essayer d'en partager un peu la propriété, de construire un montage immobilier. Donc ouais, il y a beaucoup de ces initiatives, et donc la foncière Antidote aussi que je mentionnais tout à l'heure, pareil, il y a différents lieux qui ont été achetés un peu en commun par la foncière, et ensuite la foncière rétrocède l'usage à des associations qui gèrent ces lieux, et donc des associations de personnes qui vont aussi habiter et animer ces espaces. Après, ce que j'arrive pas forcément à savoir, c'est pas toujours plus simple dans certains territoires où il n'y a pas forcément cette pression du foncier, où parfois les collectivités n'ont pas toujours l'ingénierie d'aller aussi aider certains de ces collectifs. Ça dépend vraiment des territoires. Mais ouais, je me suis moins concentrée sur cette question, donc je pourrais pas exactement dire quels sont un peu les déterminants d'une réussite ou pas de ces projets, donc hors des métropoles. Vous savez tous ce que c'est, on vous a mis le lien dans le chat, mais vous avez tous entendu parler de Village Vivant, pour être sûr. Ça vous parle à tous, ou peut-être que tu pourrais expliquer C'est une coopérative immobilière et rurale, et donc qui a vocation plutôt effectivement à revitaliser les centres-bourgs, donc plutôt dans les villages, alors donc qui sont sur tout le quart sud-est de la France, principalement dans la Drôme au début, et puis donc maintenant ils ont différents rez-de-chaussée commerciaux, commerces, ou différents parfois tiers-lieux, auberges, sur lesquels ils sont intervenus, donc pour porter l'immobilier, réhabiliter et parfois partager la propriété avec certains exploitants de l'ESS.
Avec l'idée de redévelopper l'activité économique dans des centres-bourgs qui étaient impactés aussi par des activités plus industrielles, de grande surface, etc. C'était aussi pour lutter contre la désertification des centres-bourgs. Ok. Écoutez, on a encore 4 minutes. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. Peut-être j'ai un petit complément sur les recommandations pour l'action. Je crois que c'est la CRES Hauts-de-France qui a lancé l'année dernière, peut-être il y a 2 ans maintenant. Le temps passe vite. Un recensement aussi un peu des besoins en immobilier dans le 93, je crois, spécifiquement. Enfin, c'est vrai que moi, par contre, j'ai bossé plutôt sur la question de l'offre immobilière et assez peu sur la demande. Mais je pense qu'il y a énormément de choses, et notamment, ça peut être aussi peut-être l'action du labo de l'ESS que d'aller connaître vraiment plus spécifiquement cette demande, l'évolution aussi un peu des besoins immobiliers de ces acteurs de l'ESS, et surtout d'arriver à les spécifier, ce que j'ai un petit peu fait, mais pas assez, en fonction des différents secteurs d'activité de l'ESS, où c'est pas pareil que de faire une activité de réemploi, bien sûr, que de la médiation sociale. Et donc ça, il y a une vraie question de spécification de la demande qui me semble importante en termes de pistes pour suivre. Pour mémoire, nous, le labo, on avait organisé une visite de la Main en février dernier, qui est à Saint-Ouen et qui est un tiers-lieu effectivement culturel, artistique, qui était porté entre autres par le collectif Main d'œuvre, mais aussi par d'autres organisations. Et ils avaient aussi lancé un PTCE justement pour travailler sur les logiques de coopération au niveau foncier. On vous a mis dans le chat le lien vers un dossier sur le logement et le foncier qu'on avait développé au mois de mars dernier au sein du labo, et entre autres une étude qui est encore en cours mais qui devrait se terminer à la fin de l'année, qui était montée par l'Institut de la Caisse des dépôts et consignations sur la question du foncier abordable, enfin du foncier du logement abordable. Donc c'est une étude qui est actuellement en cours, et en septembre prochain, la Caisse des dépôts va organiser un grand colloque justement sur les questions de financement du foncier. Donc on pourra vous mettre également la date de cet événement dès qu'on la connaîtra. Voilà. Écoutez, il est 58, c'est super, on a tenu les délais. Merci beaucoup Fanny pour cette intervention qui était la première session. Donc merci beaucoup des étoiles montantes de la recherche. Un titre un peu pompeux, mais très fort en marketing. J'ai eu beaucoup de messages avec ça. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est aussi de donner aussi la parole à des jeunes chercheurs et des gens qui travaillent sur des sujets où on n'a pas forcément l'habitude de les entendre. Donc c'est bien aussi qu'on puisse se servir aussi de chambre de résonance pour vos travails. Cette première session, j'ai oublié de le dire en introduction, s'inscrit dans les 15 ans du labo, puisque cette année, depuis samedi dernier, le labo de l'ESS fête ses 15 ans. Et l'idée, c'était justement de se projeter un peu sur ce qui se passe aujourd'hui et dans les années à venir, sur ce qui est lié entre recherche, action et territoire. Et donc, je trouve que tu as parfaitement répondu à la commande. Merci beaucoup. Romain, je te laisse le mot d'ouverture. Oui, et du coup, merci Fanny, évidemment, merci tout le monde. Et du coup, la prochaine fois, donc en septembre, on aura le plaisir pour notre deuxième séance d'écouter Thomas Chevalier, qui est postdoctorant en sciences politiques à l'Université de Louvain et qui nous présentera ses travaux de thèse qui portent sur les freins à l'activité associative en quartier populaire, et les formes de politisation et de résistance qui émergent de ça. On vous enverra évidemment la date lorsqu'on l'aura calée. Tout à fait. Mais pardon, ce sont les freins en France ou en Belgique? C'est en France et en Allemagne. Il a fait sa thèse en France et en Allemagne, mais aujourd'hui, il est postdoctorant à l'Université de Louvain. Merci. Donc, Michel, on est sur l'ouverture européenne aussi. Merci à tous. Donc, désolé pour ceux qui ont eu des petits problèmes de connexion. Il y aura un article qui paraîtra dans quelques semaines et dont on fera l'écho dans les réseaux sociaux du labo. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à partager nos différentes communications. C'est tout l'objet de ces séquences.
Merci beaucoup à tous et à toutes. Et nous vous souhaitons un bon déjeuner et une bonne semaine. Merci Très beaucoup. bien, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.